Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième numéro de Conversation avec, présenté par l'usine digitale et DigiWorld Institute. Notre invitée aujourd'hui est Emmanuelle Garneau-Gamache, directrice générale de l'Institut de recherche technologique BICOM implanté en Bretagne. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Julien. Bonjour Jacques. Bonjour Julien. Et bonjour Jacques. Et bonjour Emmanuel. Alors Emmanuelle, l'Institut BICOM a fêté ses 10 ans en 2022. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de la création de cet Institut de recherche technologique et sur le travail accompli depuis 2012 ? Volontiers, et peut-être préciser en démarrant ce que sont les IRT, puisque BICOM n'est pas le seul, on est une famille de 8 en France, chacun avec une spécialité. La nôtre, c'est le numérique, les technologies du numérique. Mais donc un institut de recherche technologique, eh bien, pour reprendre un terme à la mode, c'est un espace un peu hybride qui a une place assez particulière dans la chaîne de valeur de l'innovation, puisqu'en fait, on est là en fait entre... On fait le lien entre l'excellence de la recherche académique et l'innovation industrielle. Donc en fait, on peut parler d'un espace hybride dans lequel des chercheurs issus soit du monde académique et des labos académiques, soit de l'univers industriel, se retrouvent dans un espace de confiance sécurisé pour innover ensemble. Et tout ça a été finalement lancé en 2012, ou à l'initiative de ce qui s'appelait à l'époque le programme Investissement d'avenir, qui est aujourd'hui France 2030, donc de manière à créer finalement un effet de levier financier pour cet outil de co-investissement, encore une fois, entre industriels et académiques. Et qui permet en fait de faire du transfert technologique et de l'industrialisation, c'est de l'accélération de l'industrialisation des technologies fondamentales en fait. Vous venez de prononcer les 3 mots importants, accélération, transfert, innovation, c'est exactement ça. On est vraiment là pour... donc on fait la jonction entre deux univers pour faciliter la manière de travailler ensemble, avec le pari que cet espace un peu particulier et privilégié d'innovation va permettre d'accélérer le transfert vers le marché. Oui, tout à fait, c'est l'objet. Et du coup, en 10 ans, quel résultat ? En 10 ans, BICOM, on peut citer quelques chiffres. Aujourd'hui, on est parti évidemment de 0 en janvier 2013, ou de 3 ou 4 personnes. J'avais la chance d'en faire partie déjà, pas dans les mêmes fonctions, mais en tout cas j'y étais. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 400. Ça inclut bien sûr des chercheurs et des personnels employés par BICOM, mais bien sûr aussi, puisque c'est notre modèle, des personnels mis à disposition, soit par nos industriels investisseurs, soit par nos membres académiques qui nous rejoignent. Donc à peu près 400 personnes, un périmètre qui a bien grandi. C'est aussi, et je pense que ça fait partie des accomplissements de BICOM, un portefeuille de brevets d'à peu près un peu plus de 400 brevets. C'est une vingtaine de prix et distinctions internationales, puisque BICOM est positionné sur des thématiques et des marchés très internationaux. On y reviendra sans doute, nos domaines. Je pourrais citer aussi une vingtaine, parce que c'est quand même l'objet, on vient de s'en parler, du transfert, une vingtaine, un peu plus de 25 solutions ou briques logicielles transférées et vendues aujourd'hui, là aussi, en France, en Europe et à l'international. Au bilan. Parmi les investisseurs industriels, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Parmi nos industriels, on peut citer dans les grands groupes Orange, le premier d'entre eux sans doute, TDF, Airbus, Naval Group, Mitsubishi, groupe japonais également. On peut citer également, parce que ça fait partie du modèle, des PME ou des ETI, Viaccessorca, Secura ici dans le domaine de la cybersécurité, HDG, Human Design Group, un groupe très intéressant avec qui on travaille, les technologies, facteurs humains, quelque chose d'assez pointu. Et puis alors surtout, citons les CHU. On a la particularité en France d'être le seul IRT avec des IHU dans le tour de table, des CHU, donc ça nous permet d'avoir un lien privilégié avec le domaine de la santé numérique. Et puis bien sûr, des écoles d'ingénieurs, des universités, des centres de recherche comme l'INRIA, ou bien on peut citer l'IMT au niveau des écoles d'ingénieurs. Ça fait partie un peu de notre tour de table, et c'est vraiment tous ces membres investisseurs qui co-investissent ensemble dans un partenariat public-privé, pourrait-on dire, qui se tient voilà, maintenant depuis à peu près 10 ans. D'accord. Alors vous évoquez la santé, mais parce que le numérique c'est quand même assez large, est-ce qu'il y a, vous avez des domaines de prédilection dans ce spectre ? Absolument. Alors, quelque part, déjà redéfinir, je vous ai dit qu'on était effectivement un peu l'IRT du numérique et des technologies du numérique. Je pourrais dire aussi que quelque part, on s'est doté depuis peu d'une feuille de route qui a l'ambition de traiter de l'innovation numérique responsable. Donc ça ajoute un prisme important, je pense, dans l'environnement aujourd'hui. On doit préciser quand même qu'en effet, BICOM se définit par des expertises autour de 6 piliers, 6 grands piliers.
Le premier, c'est la connectivité, un domaine historique pour nous, donc tout ce qui est réseau. Le deuxième, c'est la cybersécurité. Le troisième, c'est le jumeau numérique. Le quatrième, c'est toutes les technologies d'immersion et d'interaction. Cinquième, ingénierie avancée ou informatique du futur. Et le sixième, un incontournable aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Et on s'adresse prioritairement à 5 grands secteurs industriels ou marchés. Le premier, c'est les infrastructures numériques, encore les réseaux. Le deuxième, ce sont les industries culturelles et créatives. La santé, on en a parlé. Et puis, plus récemment, grâce d'ailleurs à l'arrivée parmi nous d'Airbus et de Naval Group, la défense et également l'industrie 4.0 qui est clairement un débouché pour la plupart de nos technologies aujourd'hui. Tu interviens beaucoup aussi sur les sujets de la réindustrialisation avec les nouvelles technologies. Moi, je voulais juste savoir, puisque tu es membre du bureau du DigiWorld Institute, quelle était finalement la part que jouait le DigiWorld Institute dans l'écosystème de Bicom? Alors, une part très importante. On a tellement de points communs, Jacques, que je ne sais pas comment Bicom aurait pu faire pour ne pas être membre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Bicom était tout juste créé, que déjà le DigiWorld rentrait en contact avec nous en se disant mais en fait vous êtes sur les secteurs à l'époque, on parlait plus de médias, télécommunications et on a beaucoup parmi nos investisseurs, vous avez entendu les noms, on a beaucoup de membres en commun. Et on a aussi beaucoup de thématiques en commun. Les thématiques de réflexion, les thématiques de recherche aujourd'hui, franchement, je crois qu'il n'y a pas, sur les dernières années, je n'ai pas vu vraiment de thématiques, il y a très peu de thématiques sur lesquelles Bicom n'était pas pertinent ou n'était pas intéressé à intervenir et contribuer. Au-delà du volet affinité naturelle, je dirais que pour moi, le DigiWorld Institute, c'est d'abord une communauté et c'est un réseau qui est totalement privilégié. Je parlais d'espace hybride pour Bicom. Je retrouve un peu ça avec un think tank comme le DigiWorld Institute parce que c'est vraiment un espace de confiance dans lequel on développe des liens privilégiés avec les différents acteurs. Pour Bicom, c'est une excellente façon, parce qu'on est toujours un peu avance de phase, c'est une excellente façon d'aller se confronter aussi à la réalité à un instant T des industriels que vous regroupez. Mais je trouve qu'au-delà de ça, François Barrault, le président, et toi-même, faites un travail d'animation mais aussi de création d'espaces de confiance qui est assez formidable et qui nous permet justement d'échanger à un niveau qui dépasse le côté superficiel qu'on peut retrouver dans d'autres lieux de discussion, je pourrais dire. Alors, l'intelligence artificielle est le grand sujet du moment avec l'émergence de l'IA générative, les grands modèles de langage. On l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler des solutions que développe Bicom liées à l'IA, utilisant de l'IA dans le domaine de l'IA qui est en ce moment en pleine explosion? Absolument, et je pense qu'il faut d'abord repréciser que pour nous, l'intelligence artificielle n'est pas, à strictement parler, un domaine de spécialité ou un domaine de recherche particulier, c'est plutôt un outil transversal à toutes les technologies du numérique. Deuxième précision, petit détail, il n'y a pas un projet de recherche chez Bicom depuis 2015 qui n'intègre pas à minima un peu de machine learning. Donc autant vous dire que ça fait un bout de temps déjà qu'on l'a intégré, mais j'allais dire, c'est un outil pour nous, presque. Et c'est aussi un objet de recherche, mais c'est quand même un outil au service des autres domaines dont je vous parlais, la connectivité, la cyber, le jumeau numérique, etc. Il y a sans doute 2 grands enjeux sur lesquels on souhaite désormais se pencher. Du côté de l'IA générative, qui est aujourd'hui très généraliste, on s'intéresse à un des enjeux qui est de faire passer cette IA générative généraliste à un travail beaucoup plus spécialisé pour obtenir des assistants spécialisés. Autrement dit, revenir à quelque chose de plus étroit, on parle d'IA étroite, et à s'assurer en fait qu'on a vraiment des assistants qui sont beaucoup plus compétents et performants que ce que fait aujourd'hui encore l'IA générative. Et le deuxième domaine qui nous semble crucial, et celui-là, effectivement, c'est vraiment pour nous un axe fort et un enjeu fort, c'est ce qu'on appelle l'IA frugale. Aujourd'hui, on le sait, des modèles comme du type ChatGPT
ont une consommation énergétique et un impact majeur. Donc il y a vraiment tout un champ qui est en train de s'ouvrir autour de l'IA frugale. Et pour nous, par rapport à ce que je vous disais sur la feuille de route, sur le numérique responsable ou sur l'innovation responsable, ça fait partie des grands enjeux. Pour répondre plus précisément à votre question, Julien, quand même, concrètement et très rapidement, puisque l'IA est transversale chez nous, elle peut s'appliquer à la santé. Et par exemple, on va être sur de l'IA prédictive qui va nous permettre d'aider, par exemple, au diagnostic ou faciliter du diagnostic sur des maladies rares, par exemple. Cette IA prédictive peut aussi s'appliquer, soit dit en passant, à la maintenance industrielle, bien entendu. On a aussi tout ce qui est l'IA au service de la cyber, et notamment de la cyber des réseaux chez nous. Voilà, c'est un peu les deux domaines applicatifs sur lesquels, pour l'instant, on a des exemples concrets. Il y a un point, Emmanuel, sur lequel j'aimerais revenir et avoir un peu ta perception, parce que comme tu le sais, nous travaillons dans le cadre de notre ligne éditoriale 2023, mais ça continue en 2024, hein, sur les IA génératives, leur application, et comme tu le dis, au monde de l'industrie, de l'éducation, bref, secteur par secteur. Et comment vois-tu finalement le positionnement de la France, mais aussi de l'Europe, par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis? Et BICOM est positionné aussi en Bretagne. La Bretagne est membre du DigiWorld Institute et nous en sommes ravis, la région Bretagne. Comment vois-tu justement cette possibilité qu'aurait la France d'entrer véritablement dans la bataille de l'IA et de ne pas perdre peut-être cette bataille comme on en a sans doute perdu d'autres? Alors, on ne va pas revenir sur le fait qu'en effet, au niveau de la géopolitique mondiale et de ces grands blocs que tu viens de décrire, Amérique du Nord, États-Unis pour ne pas les citer, continent asiatique et bon, en particulier la Chine, ont pris quelques longueurs d'avance pour tout un tas de raisons que vous connaissez, autour évidemment de l'exploitation des données, de l'accès à la donnée, de réglementations différentes, etc. Pour autant, la France, l'Europe plus largement, ont sans doute des moyens de se différencier, et je ne parlerai pas là de l'Europe régule, mais pour autant, je crois qu'on peut, et on a déjà une approche qui est différenciée par le fait qu'on n'a pas une approche uniquement technologique de l'IA. Et quelque part, l'IA suscite tellement des débats beaucoup plus larges que ceux simplement autour des défis technologiques de cette technologie, que là, en effet, je crois qu'on a un rôle à jouer. La France, alors après, sur le positionnement, quelque part, l'excellence de la recherche européenne / française, pour moi, n'est pas remise en cause non plus. C'est plutôt effectivement un effet de masse et un effet de marché qui joue en notre défaveur. Et pour compléter ma réponse par rapport à cet axe différenciant, je dirais qu'en effet, on a une façon de prendre les choses qui n'est pas que technologique, et c'est fondamental sur ces technos-là. C'est essentiel, parce qu'il y a aussi des conditions d'acceptabilité de la technologie qui sont parfois bien oubliées dans d'autres pays ou dans d'autres continents, mais qui sont pourtant décisives sur la manière dont finalement elles progressent. Et de notre côté, chez BICOM, on s'est très tôt intéressé au volet IA responsable. On est signataire d'une... On est en avance justement par rapport aux deux autres grands continents sur cette partie IA responsable? Je pense qu'on peut l'être, et je pense qu'on l'est sur certains volets, et notamment sur le côté transparence ou explicabilité de l'IA, sur lequel nous, on fait des efforts, en tout cas. Et voilà, BICOM est signataire d'une déclaration internationale qui s'appelle la Déclaration de Montréal depuis 2019. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, parce qu'elle s'adresse autant aux organisations qu'aux individus. Donc on peut la signer en tant qu'individu. Et finalement, elle définit des préceptes qui me semblent tout à fait actuels encore et pas résolus non plus. Et le deuxième volet sur lequel je pense on peut avoir une approche distinctive, et là pour le coup, je pense que BICOM a aussi une carte à jouer, c'est sur le volet prospective. L'utilisation finalement d'une démarche prospective pour essayer d'anticiper. Puis on a des travaux communs là-dessus, presque, Jacques, pour nous remémorer. En 2019-2020, on a eu des travaux communs, une présentation de travaux sur l'anticipation des impacts de l'IA sur le marché du travail, par exemple, sur le monde du travail. Là, je crois que l'Europe et les Français ont leur carte à jouer. Avec un point important, c'est qu'on s'adressait aussi à un tissu économique
économique de TPE, PME, Absolument. et pas seulement de grands groupes. Et c'est un élément important, puisqu'en France, on le sait, notre tissu économique est essentiellement composé de TPE et PME. Elles sont parfois un peu oubliées quand on parle justement des investissements nécessaires sur les nouvelles technologies. Non, absolument. On vous en remercie d'ailleurs. Et c'est fondamental, et je pense que ces travaux qu'on a faits, et donc sur lesquels on a eu des conclusions en 2020, en 2023 sont toujours absolument d'actualité, d'où l'intérêt de cette démarche prospective, d'anticipation, qui n'est pas de la prédiction, hein, attention, on n'est pas en train d'essayer de prédire l'avenir, on est juste en train de construire et de travailler sur des scénarios qui nous permettent de mieux anticiper. Donc sur ces deux volets, le côté responsable, explicable, transparent de l'IA, et aussi le volet anticipation, j'ai la faiblesse de penser que l'Europe et la France ont des cartes à jouer. Ouais, d'autant plus sur ce que vous évoquiez plus tôt, frugalité et localisation Oui. qui simplifient en fait le déploiement pour les entreprises à la fois grandes, moyennes et petites. Non, non, tout à fait. C'est fondamental. Alors, l'IA frugale, on est vraiment, à mon sens, au démarrage. On n'y est pas du tout. Mais compte tenu des enjeux de transition qu'on est en train de vivre, on voit bien que c'est un domaine qui ne va faire que s'étendre et sur lequel, effectivement, là, pour le coup, il n'est pas encore question ni de retard, ni de... Et au contraire, c'est aussi éventuellement une carte de différenciation que pourra jouer l'Europe, puisque l'Europe est très en pointe sur ces sujets de transition. Alors pour revenir peut-être sur le cœur de métier historique de Bicom, vous travaillez sur une technologie de 5G souveraine. Oui. Désormais, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste ? Alors, Bicom, en effet, depuis le début, on se l'est dit, c'est une des forces, j'allais dire, traditionnelles et historiques. Ce n'est pas pour rien qu'on est né en Bretagne ou qu'on est basé, notre cœur est en Bretagne, même si on a des bureaux parisiens. Historiquement, les télécommunications, le traitement de l'image, mais effectivement, la connectivité a toujours été un des deux piliers, j'allais dire, technologiques de l'IRT Bicom. Et depuis des années, grâce aux projets européens, grâce aussi à des gros efforts de participation au groupe de standardisation, quelque chose qu'on oublie parfois en France et sur lequel il y a des enjeux de souveraineté aussi et de géopolitique à jouer, Bicom a effectivement développé une approche à l'époque singulière, en tout cas originale. Aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes pas absolument les seuls, même si le positionnement de la solution est assez unique en France aujourd'hui. On a développé une solution de réseau privé 5G. Donc on n'est pas du tout en compétition avec des grands opérateurs publics. On n'est pas non plus en compétition d'ailleurs avec des grands équipementiers européens comme Nokia et Ericsson. On est bien sur une solution de bulle de connectivité, bulle tactique, 5G privé, et avec un côté souverain qui veut dire quoi? Qui veut dire que la solution, elle est développée en France, elle est même développée en Bretagne. Il y a... À défaut d'une transparence, il y a un contrôle total et il y a une maîtrise donnée finalement aux industriels et aux intégrateurs, parce qu'on s'adresse d'abord aux grands intégrateurs qui vont, eux, la déployer de manière massive. Ce n'est pas l'objet d'un IRT que d'aller adresser massivement un marché, mais les intégrateurs, eux, peuvent le faire. Mais c'est de leur donner quand même un contrôle sur finalement les technologies qui ont permis de développer cette solution. Elle est totalement logicielle parce que nous n'avions pas d'historique là-dessus et c'est parfois bon de ne pas avoir un héritage trop lourd. On est parti effectivement, nous, du logiciel, donc on est natif là-dessus. On a une maîtrise des données et ça, c'est assez essentiel aussi. Au-delà de la sécurité même de cette solution, il y a vraiment un de ses atouts est vraiment la maîtrise et le contrôle des données qui sont véhiculées à travers de cette infrastructure 5G privée. Et est-ce que justement ce côté souverain, c'est un élément de différenciation par rapport aux autres solutions que l'on peut trouver de 5G privé ou 5G industriel ? Ouais, je pense que c'est essentiel. Il y a quelques acteurs, alors il y a déjà des acteurs concurrents européens existants. Il y en a en Irlande, il y en a en Italie, mais typiquement l'acteur italien s'est fait racheter il y a 6 mois au moment du Mobile World Congress par une société américaine, et ce qui montre bien le jeu et les enjeux de souveraineté qu'il peut y avoir sur ces technos. Donc oui, absolument. D'abord, j'allais dire, c'est un peu quand même dans la mission, pour le coup, le côté public d'un institut de recherche technologique, même si nous sommes de droit privé. Encore une fois, il y a quand même France 2030 derrière nous qui nous appuie avec cet effet de levier. Je pense que c'est aussi dans notre mission que de garder en France des expertises, de développer de l'excellence sur des technos. Et la 5G privée était pour nous une niche de marché, mais on a une vision et une ambition qui est beaucoup plus large que la niche. Oui, la souveraineté est essentielle. Évidemment, le secteur de la défense est extrêmement concerné par le fait que ce soit des acteurs français, en l'occurrence un IRT comme Bicom, qui
donne effectivement cette solution et lui garantit une forme de souveraineté. Mais je pense qu'au-delà de ça, les grands industriels français seront amenés à se poser la question de l'hébergement de leurs données, ou plutôt de la circulation de leurs données et de leur protection. Donc oui, c'est un vrai atout. Oui. Aujourd'hui, quelle est la maturité de cette solution? Elle est déjà disponible auprès des industriels, elle le sera prochainement Elle est déjà disponible, elle a été lancée au mobile. Simplement, il faut comprendre que la 5G, le volet standardisation de la 5G est à peine en train de se terminer. Bon, soit dit en passant, on est déjà en train de s'impliquer sur la 6 et de commencer les groupes de travail internationaux de standardisation sur la 6G. Mais oui, Julien, mais le marché est dans une phase où on est en déploiement sur des sites industriels. Je pourrais citer l'ouverture il y a à peine un mois, c'est dans l'actualité et vous l'avez traité, le laboratoire à usine ouverte, j'allais dire, chez Acom, un industriel français basé en Normandie, 40 hectares de site sur lequel c'est le cœur de réseau 5G Bicom Dome qui se retrouve à être déployé, sur lequel on voit déjà les premiers effets. En fait, on est dans une étape intermédiaire où la solution, elle existe, elle est déjà performante, mais on est encore dans des phases de test avant de passer à, j'allais dire, une phase de marché qui va sans doute passer par des grands intégrateurs et un déploiement beaucoup plus massif, qu'on attend davantage au niveau du marché européen, je pense, sur 2024-2025. On évoquait évidemment la question de la sécurité qui est quand même fondamentale pour les réseaux, mais pas que, notamment parce que récemment, sur le post-quantique, les algorithmes post-quantiques, le NIST, on a vu qu'il y avait des petites tentatives d'ingérence de la NSA. Ça nous rappelle que, comme vous le disiez, c'est important d'avoir des technologies françaises développées en France. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous faites, vous, en matière de sécurité? Comment c'est pertinent par rapport à cette partie réseau, par rapport au reste? Oui. Et voilà où on en est, où on va. Alors, et là, pour le coup, je rejoins aussi ce que disait Jacques il y a 3 minutes sur le fait que, pour le coup, on n'est pas breton pour rien sur la cyber. Effectivement, la Bretagne a... Alors, ce n'est pas nécessairement très connu, mais ça commence à l'être de plus en plus, je pense. Effectivement, la Bretagne est une région qui, d'abord, stratégiquement, a décidé de miser sur la cyber depuis un certain nombre d'années déjà. Et puis, il y a des vraies compétences technologiques. Comme pour l'intelligence artificielle, chez nous, la cyber, c'est quelque chose d'un peu transverse. En fait, c'est une compétence qu'on retrouve dans énormément de nos projets. Et c'est presque comme un savoir-faire qu'on essaie d'injecter un peu partout. Il y avait un terme très à la mode il y a quelques années qui était « security by design ». Voilà. Eh bien, on y est. C'est en tout cas ce qu'on essaie de faire. Chez Bicom, concrètement, évidemment, ça prend à peu près, j'allais dire, 3 niveaux. La sécurité des réseaux, on vient de s'en parler. Là, on est bien sur la détection d'intrusion ou la résilience des réseaux. Le deuxième volet, c'est la protection des contenus, qui a été toujours présente chez Bicom. Dès le démarrage de cet institut, on avait à cœur de développer le volet confiance numérique. Et donc, la protection des contenus, c'est tout ce qui va être, par exemple, tatouage numérique, watermarking, de contenus vidéo, pour les protéger du piratage en temps réel. Et là-dessus, Bicom est très performant depuis le début. On a des solutions qui sont vendues depuis 2014-2015, qui visent à protéger des contenus à l'époque 4K. Ça ne se faisait pas beaucoup, un tatouage absolument transparent. Le dernier niveau, c'est bien sûr la protection des données et des personnes, où là, on travaille sur des technologies d'authentification multifacteur, devant permettre à terme, en effet, de nous affranchir de ces fichus mots de passe qu'on oublie tout le temps. Voilà, ça vous donne un peu le spectre de ce qu'on a en termes de techno sur la cyber. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Emmanuelle Garneau-Gamache. Merci Jacques. Merci à vous deux. Merci Julien, merci Emmanuel. Et bonne journée. Merci.